Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bonsoir, nous sommes le vendredi 31 mai, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, et je suis également ravie de vous retrouver en ce vendredi. L'invité de notre journal. Elle défend la cause animale et milite pour que les propriétaires de chiens et de chats stérilisent leurs compagnons à quatre pattes. Emmanuel Hélier-Jamin nous explique pourquoi tout à l'heure. Et puis, dans la suite... Jean Distal est photographe, membre de l'atelier Maliko à Sablé. Et il nous invite à un voyage avec les frères Yvon. Voilà le livre Photographe du 19e siècle et canotier également. Un voyage passionnant, vous le verrez. Hâte d'en savoir plus, mais pour l'instant, place à l'actu. Au sommaire de cette édition, Emmaüs organise l'une de ses grandes ventes ce samedi. Et si nous vous en parlons, c'est que cette vente est consacrée aux 24 heures du Mans. Un rendez-vous pour les passionnés. Le Mans FC accueille son nouvel entraîneur, Patrick Videra, tout juste arrivé de Furiani en Corse. En équitation, le pôle européen du cheval accueille l'élite française des cavaliers ce week-end. Et puis direction le Lude, où le musée Jules Verne vient de faire une nouvelle acquisition. Mais on ouvre ce journal avec une bonne nouvelle sur le front de l'emploi en Sarthe. Puisque la direction du site Renault du Mans annonce le recrutement de 70 personnes en CDI sur 2024 et 2025. Des embauches qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord Renouveau France 2025, signé par les organisations syndicales représentatives en décembre 2021. Ces 70 recrutements en CDI s'adressent aussi bien à des jeunes qu'à des profils plus expérimentés, nous indique la direction. À 2 semaines des 24 heures du Mans, Emmaüs prépare une vente un peu spéciale. Oui, ce samedi 1er juin, Emmaüs Sarthe organise un événement consacré à la course sur son grand site de Montaillé, à la Milesse. Photos, livres, posters et autres objets insolites. Avis aux amateurs, Arnaud Potier s'est rendu sur place pour vous offrir un premier aperçu de ce qui vous attend. On a quelques Formule 1 encore, je crois. Les bénévoles d'Emmaüs s'activent dans les derniers préparatifs de la vente spéciale consacrée aux 24 heures du Mans. Petites voitures, livres, affiches et autres babioles attendent les clients. À partir de 50 centimes pour les revues, 1 euro pour certains livres, et puis je crois que l'objet le plus cher, ça doit être une voiture à 70 euros. Hein. Il y en a pour tous les prix. Hein. L'idée, c'est dans une démarche populaire. Pour rassembler autant d'objets, l'association a mis de côté tous ces articles liés à la course depuis 7 mois. Pour son président, cet événement spécial représente bien plus qu'une simple vente. C'est des valeurs, partage, entraide, solidarité. Et quand nos acheteurs viennent à ce stand, même si c'est les 24 heures du Mans, eh bien, c'est aussi une manière de contribuer à cet effort de solidarité et qui nous porte et qui nous guide. La vente se déroulera le samedi 1er juin sur le site de la Milesse de 10h à midi puis de 14h à 17h30. Tous les invendus seront ensuite disponibles dans la rubrique e-Chiner du site internet emmaüs72.fr. Nous accueillons tout de suite notre invitée Emmanuel Hélier-Jamin, présidente de l'APSAC 72, qui lutte contre l'abandon et pour la stérilisation des animaux de compagnie pris en charge par l'État. Merci d'être avec nous, Emmanuel. Vous avez lancé, mi-mai, une pétition pour une campagne nationale télévisée pour informer sur la stérilisation des animaux domestiques et responsabiliser les particuliers. Voilà, c'est dit. Et depuis la mi-mai, il y a déjà plus de 20 000 signatures sur votre pétition. Ça se trouve sur le site mesopinions.com. Pourquoi cette pétition, tout simplement ? Eh bien, parce que tous les ans, ça recommence. Tous les ans, on a toujours plein d'abandons, surtout pour les chats. Et ça n'a rien de fatal. On pourrait empêcher ça en informant mieux les gens sur la stérilisation. Et c'est bien fait. Combattre les idées préconçues et puis les résultats seraient très très rapidement visibles. Et c'est la raison pour laquelle en 2018 vous avez créé cette association l'APSAC, donc qui lutte, association de lutte pour la stérilisation des animaux de compagnie, c'est bien ça ? Oui, parce que comme tout le monde, je me suis dit allez, je vais ouvrir un refuge parce que j'adore les animaux, mais c'est pas la solution. Ça ferait un refuge de plus alors qu'il y a un problème de surnombre.
Et je me suis dit, mais d'où viennent ces animaux? J'ai essayé de comprendre davantage d'où venait le problème. Ouais. Et c'est bien les particuliers qui ne stérilisent pas, qui alimentent tous les ans. C'est évidemment pas obligatoire la stérilisation en France. Non, ce n'est pas obligatoire. Il faut tatouer et référencer son animal. L'identification est obligatoire, mais la stérilisation ne l'est pas, alors que c'est quand même le premier moyen de lutte contre la maltraitance, surtout des chats, c'est la stérilisation. L'identification va de soi, c'est évident, puisqu'il faut une identité pour le protéger. Et la stérilisation, bien, c'est pour améliorer sa qualité de vie et sa durée de vie aussi. Je ne veux pas dévoiler votre vie privée, mais vous avez été assistante en cabinet vétérinaire pendant longtemps. Oui. Vous avez vu justement ces idées reçues qu'on peut avoir quand on a des animaux. Moi-même, dans mon entourage, pour être honnête, je connais des gens qui m'ont dit « Non, mais les chats, c'est bien qu'ils aient une portée quand même, c'est plus naturel, idem pour les chiens. » Oui, non, c'est des idées préconçues, comme vous l'avez dit, et c'est ça qu'il faut combattre absolument. Et pourquoi, en fait, c'est pas forcément l'idéal de faire mettre à bas un chat ou un chien? Eh bien, écoutez, il y en a déjà beaucoup de trop. Si on veut réduire le nombre, à quoi bon laisser venir des petits pour les laisser tuer, pour les faire tuer? C'est une grande cruauté pour une petite maman d'avoir son chaton ou son chiot d'enlever pour être tué. Ça n'a pas de sens. Il faut prendre des méthodes plus humaines. Donc là, chez l'animal, il n'y a aucun plaisir à la reproduction. C'est hormonal, c'est un appel hormonal. Si on supprime les hormones en stérilisant, eh bien, on n'a plus ce besoin de reproduction. Il y a un truc qui vous énerve aussi un petit peu, il faut bien le dire, un document sur les documents d'adoption d'un animal. Par exemple, quand on adopte un chien ou un chat, il y a 9 pages, il n'y a pas grand-chose sur la stérilisation dedans. Non, sur le certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un chien ou d'un chat, il y a 9 pages. Alors pour le chat, il y a 9 lignes qui ne sont pas pertinentes du tout. On dit qu'il faut stériliser, mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas qu'une minette va avoir des petits au bout de 5 mois et demi, 6 mois. Suivant la date où elle est née. On ne dit pas que c'est améliorer la durée de vie, parce que le principal moment où c'est changé maladie, c'est au moment de la reproduction, puisque c'est quand même assez musclé entre les matous qui veulent être le premier et le seul. Donc il y a des combats, et à ce moment-là, ils se transmettent énormément de maladies. Et il y a aussi des maladies liées à la pilule, pour le chat, par exemple. Alors oui, donner la pilule va amener forcément... Et on parle bien des animaux, ce soit clair. Voilà, ça va amener des tumeurs mammaires. C'est à cause du dosage qui est très très fort et qui couvre une longue période. On ne donne pas la pilule aux chats tous les jours. On la donne tous les 8 jours ou tous les 15 jours. Vous vous rendez compte que là, on bombarde en hormones et que c'est très, très délétère pour la santé. Cette pétition, c'est vraiment pour qu'il y ait une campagne nationale. Vous souhaitez utiliser les médias et les télévisions nationales, et pourquoi pas, pour informer les gens, tout simplement. Oui, tout à fait. Vous en appelez à l'État aujourd'hui, très clairement. Parce que les refuges n'ont pas le moyen financier de faire cela, parce que déjà, ils sont occupés à sauver tous ces animaux, et puis la communication coûte très très cher. Mais l'État ferait des économies de fourrières et de structures en ayant moins d'animaux à accueillir et à gérer. Merci en tout cas 1000 fois d'être venu nous parler de cet engagement. L'association APSAC est créée depuis 2018, vous m'avez dit hors antenne, donc lutte contre l'abandon et pour la stérilisation des animaux de compagnie et pour une prise en charge de l'État de cette stérilisation. C'est ce que vous souhaitez. La campagne, vous pouvez la trouver sur le site mesopinions.com. Vous tapez campagne pour une campagne nationale télévisée pour informer, etc. Vous allez trouver. Et puis l'association, si on veut vous contacter, eh bien elle existe. Vous êtes basé où concrètement? Marigny-l'Aillé. À Marigny-l'Aillé, une vraie Sartoise. Et une page Facebook. Et il y a une page Facebook. Association APSAC 72. Et ben voilà, il y a un numéro qui s'est affiché. Merci d'être venu nous en parler. C'est moi qui vous remercie. Le nouvel entraîneur du Mans FC fait ses premiers pas à la Pince-Nardière. Patrick Videra, le nouveau coach du Mans FC, a été présenté par le club ce vendredi. Lors d'une conférence de presse aux côtés du président Thierry Gomez, le franco-portugais arrivé de Furiani en Corse a exprimé sa vision et ses ambitions pour l'équipe. Anthony Piton. Je tenais à remercier aussi mon ancienne direction, les anciens joueurs. Voilà, c'est grâce à eux aussi si je suis ici. Patrick Videra n'oublie pas d'où il vient. Le nouveau coach du Mans FC est officiellement présenté à la presse ce vendredi. Il prend pour la première fois les rênes d'un club de national. Voilà, aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir choisir où est-ce que je voulais aller. Et à partir du moment où j'ai eu cette connexion avec le président, où il a eu aussi des mots forts,
Je voulais, quoi qu'il arrive, venir ici. Ces mots forts de Thierry Gomes exprimaient l'attente autour de lui. Le président lui a fait savoir qu'il souhaite qu'il fasse du Videra. Faire du Videra, c'est beaucoup de simplicité, humainement, voilà, être proche des gens, mettre beaucoup d'exigences, de rigueur, avoir un esprit de compétiteur. Côté effectif, l'idée c'est de s'appuyer sur un noyau dur de joueurs déjà sous contrat et qui sera renforcé cet été. Et quand on lui demande s'il veut s'inscrire dans la durée... Toute ma vie, j'ai été fidèle. Je ne suis pas venu ici, même si je suis quelqu'un de très ambitieux, mais j'ai envie de grandir, voilà, avec le Mans FC et j'espère qu'on me donnera l'opportunité de continuer à grandir avec le Mans FC. La reprise de l'entraînement est fixée au 27 juin prochain. Un premier test est déjà programmé le 24 juillet, avec un match de préparation face à Caen. L'équipe de France de dressage participe depuis ce jeudi à plusieurs grands prix au pôle européen du cheval. Oui, à Ivry-l'Évêque, vous connaissez cet endroit. Et parmi les 1900 couples participants, cavalier-cheval, donc 16 cavaliers français, dont 4 sont bien placés pour les qualifications aux Jeux Olympiques. Rencontre avec Romane Hubert et Sacha Lemoine. Les JO approchent à grands pas et les entraînements se multiplient, notamment ici au pôle européen du cheval à Ivry-l'Évêque, où l'équipe de France a fait le déplacement pour participer à ce concours de dressage équestre. Alors c'est une grande fierté, parce que c'est ce qu'on appelle un CDI 4 étoiles, donc ça fait partie des tout meilleurs concours internationaux pour le dressage, qui sont validés par la Fédération équestre internationale, et qui sont des supports de sélection, de qualification et de sélection pour les Jeux Olympiques. 4 cavaliers français ont en ligne de mire pour les Jeux 2024, un concours qui leur permet donc de s'entraîner et de se projeter pour les qualifications de Versailles. Si tout va bien, ce qu'on vise, c'est la qualification par équipe pour le Grand Prix spécial, donc la deuxième épreuve. Et moi, je vise aussi la qualification pour la finale, pour le freestyle. Et certains sont plus qu'impatients de concourir sur les toits du monde. On est très fiers, surtout, pour moi, c'est la quête du Graal, de faire les Jeux Olympiques, notamment en France. Donc on se donne à fond pour répondre à présent sur cet objectif. En attendant Paris, les compétitions comme celle d'aujourd'hui permettent aux couples de montrer leur mérite. Un travail de concentration, de préparation et de complicité. Le musée Jules Verne au Lude reçoit une nouvelle pièce dans sa collection. Le Kraken, une pieuvre géante présente dans l'univers de Jules Verne qui prend place dans la collection de Stéphane et Patricia. Après un mois de travail, le sculpteur de cette pieuvre est venu livrer son œuvre. Elle est entreposée dans le jardin du musée, ouvert au public à partir de ce samedi, le 1er juin. Alexandre Ferrer et Arnaud Potier y sont allés. Personnage emblématique de l'univers de Jules Verne, le Kraken, grande pieuvre qui est devenue un monstre dans le récit de ce grand rêveur du 19e siècle. Stéphane et Patricia reçoivent aujourd'hui cette créature comme un symbole de leur collection, apparue dans l'ouvrage 20 000 lieues sous les mers. On voyage sous les mers, il se passe des tas de choses, on voit des tas de géants, des choses exceptionnelles. Et puis, c'est l'histoire du capitaine Nemo. Le capitaine Nemo va disparaître avec son Nautilus parce qu'il aurait été avalé par cette fameuse pieuvre géante qu'on appelle le Kraken. La conception de cette pieuvre a été confiée à Jean-François Carrez, artiste aux multiples facettes, qui propose une version détachée du rêve de Jules Verne. Je me suis inspiré des véritables pieuvres que j'ai pu voir. C'est-à-dire que je regarde des images, des photos, je regarde sur Internet aussi. Une fois que j'ai emmagasiné toutes sortes d'images, eh bien, voilà, je sculpte. Une œuvre qui vient compléter l'exposition de ce musée, ouvert depuis 2019. Ce collectionneur détient près de 3500 livres, une passion littéraire qu'il souhaite transmettre. Moi, ce qui m'importe, c'est de donner un petit peu d'envie aux autres d'ouvrir un livre. Que ce soit même un Victor Hugo ou un Dumas, ou peu importe, mais ouvrir un livre, ouvrez. Dès le 1er juin, le jardin artistique sera ouvert au public à partir de 5 €. Pour Patricia et Stéphane, exposer ce Kraken, c'est comme un rêve devenu réalité. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite après un point météo sur notre département. À tout de suite.
Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de météo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder sur LMTV Sarthe. Ça y est, vendredi soir, on est vraiment aux portes de ce nouveau week-end avec malheureusement encore une couverture nuageuse assez marquée au cours de ces prochaines heures. Des nuages qui resteront assez présents sur une bonne partie de nos départements. Des températures qui resteront également très douces, comprises entre 16 et 17 degrés. Comptez 16 degrés pour Alençon, encore pour Laval, idem du côté de Sillé-le-Guillaume. 17 degrés au Mans ou encore du côté de Tours. 17 degrés également du côté d'Angers. Pour la journée de samedi, au lever de jour, un ciel qui restera assez variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Les températures qui resteront plutôt stationnaires par rapport à nos dernières matinées, entre 11 et 13 degrés au petit matin, comptez 11 degrés pour Alençon, 12 degrés au Mans, la Bazauge ou encore pour Pont-Valin, idem du côté d'Angers, comptez 13 degrés du côté de Blois ou encore pour Mamers. Pour la suite de votre journée, on prend les mêmes et on recommence. C'est globalement un copier-coller de la carte précédente avec toujours quelques rayons de soleil, toujours de nombreux nuages également. Et puis les températures qui auront tendance à légèrement grimper entre 19 et 20 degrés. Finalement, on va rejoindre les normales de saison avec 19 degrés à Tours ou encore du côté de Blois, comptez 20 degrés du côté de Laval. Pour la journée de dimanche, c'est sensiblement la même situation avec toujours de nombreux nuages, quelques rayons de soleil, les températures plutôt stationnaires. Puis pour la journée de lundi, vous le voyez, un soleil un petit peu plus généreux, davantage de luminosité et les températures qui évolueront entre 18 et 21 degrés. Je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. De retour sur le plateau d'Au quotidien, la suite avec la qualité de l'air en partenariat avec Air Pays de la Loire. Le retour du soleil ce vendredi 31 mai et les températures en hausse n'ont pas d'incidence sur l'indice de qualité de l'air. Les polluants sont toujours dispersés par l'air, sauf l'ozone, responsable de l'indice moyen de la qualité. Il est l'heure d'accueillir notre invité de la suite. Et on a la chance d'être avec Jean Distel ce soir, photographe, membre de l'atelier Maliko à Sablé-sur-Sarthe qu'on connaît tous. Merci d'être avec nous, Jean, et auteur de cet ouvrage. Yvon, photographe et canotier, deux frères précurseurs de la photo sportive. Ça se passe au milieu du 19e siècle. C'est un livre, c'est une exposition et qui a été inauguré, on va dire, officiellement au Mans, en mairie du Mans aujourd'hui, sur les photographies et cette aventure. Peut-on considérer les frères Yvon comme ayant été des inventeurs, des précurseurs de la photographie sportive ? Peut-on dire ça ? Oui, alors c'est en tout cas ce qu'on essaie de démontrer dans ce livre et dans cette exposition, puisque en fait on a des photos qui pour les historiens de la photographie peuvent paraître à première vue comme une énigme, puisqu'en fait on a des photos qui sont prises entre 1852 et 1867, à une époque où on ne maîtrise pas le mouvement. Donc on s'est d'abord dit, est-ce que les dates sont vraiment légitimes, quoi. Et en regardant de près, on s'aperçoit que oui, effectivement, ce sont des photos qui ont été faites avec un procédé qui est très complexe et qui également nécessite des temps de pause très longs. Voilà. Ce qui est complètement hasardeux de se lancer dans ce genre de photos, notamment dans le domaine, avec des sportifs et avec des embarcations sur l'eau. Oui, parce qu'enfin, il faut bien s'imaginer, par exemple, pour nos jeunes téléspectateurs, que en 1850, dans ces années-là, on n'a pas ce genre d'appareil. L'instantané, la photo instantanée, ça n'existe pas, en fait. Alors, la photo qui se fait en un clic, il y a toujours en photo clic et clac. sauf que aujourd'hui, c'est clic-clac. Et à l'époque des frères Yvon, c'est clic, on a le temps d'aller se faire un café, et ensuite c'est clac. Vous voyez, donc voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que photographier quelqu'un, un personnage, il faut qu'il y ait une connivence, si je puis dire, avec lui, de manière à ce qu'on lui dise « ne bougez pas ».
ne bougeons plus, en fait. Le petit oiseau va sortir, on disait pour les enfants, ne bougez plus, et on prend la photo. Et la photo, elle dure le temps de ce qu'on appelle la pause, et ça peut durer, à l'époque des frères Yvon, entre 3-4 secondes, voire beaucoup plus. Ça peut durer quelquefois 1 minute. Alors justement, pour les frères Yvon, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont les précurseurs de la photographie sportive? Voilà, alors justement par rapport à ça, dans la mesure où on a les premiers photographes sportifs tels qu'on les connaît, les photoreporters avec leur appareil en bandoulière, qui vont photographier des sportifs en mouvement, des coureurs, des joueurs de foot, etc. Ça, c'est grâce à un procédé qui est né à la fin du 19e. Donc on peut considérer que la photo sportive, elle est vraiment née à la fin du 19e. Là, on est au milieu du 19e siècle, et donc on est vraiment sur l'avant-photographe sportif. Et ses frères sont photographes et canotiers. Qu'est-ce que c'est que les canotiers, concrètement? Alors, les canotiers, c'est des sportifs, on peut dire déjà des sportifs de haut niveau, en l'occurrence pour les frères Yvon, qui pratiquent principalement l'aviron, puisque c'est le sport qui existe et qui s'est beaucoup développé à partir des années 1835 sur le bassin de la Seine et puis dans d'autres villes comme Le Havre, etc. Et également, alors eux, ils sont plus sur l'aviron, mais on a également beaucoup de sportifs qui pratiquent les régates à voile. Et c'est des photos qu'on montre dans le livre. C'est une année olympique, Oui. on accueille les Jeux olympiques en France. Est-ce que c'est logique pour la ville du Mans de proposer cette exposition? Alors, il faut poser la question au maire du Mans. Au maire du Mans, mais oui, bien sûr, parce qu'on voit bien l'engagement du Mans et également du département de la Sarthe, puisque c'est un projet qui a été financé aussi bien par la ville du Mans que par le département de la Sarthe, de ces deux partenaires qui ont vraiment un engagement fort au niveau du sport. Donc pour nous, c'était logique. Et puis il y avait un autre élément qui nous a aussi incité à faire ce projet, c'est ce que le ministère de la Culture a appelé les Olympiades culturelles, puisque là, on est nous, dans ce cadre-là, des Olympiades culturelles, donc pour présenter un projet qui s'inscrit à la fois dans la culture, mais aussi avec une résonance sportive. Ce livre est magnifique, je le dis vraiment. On a eu un gros coup de cœur. Édition Atelier Maliko. Yvon, photographe et canotier, deux frères précurseurs de la photo sportive 1852-1867. Par vous, Jean Distel. On peut retrouver ce livre dans toutes les bonnes librairies de la Sarthe. On peut le retrouver à l'Atelier Maliko également, bien entendu, au coût de 29 €. Et puis l'exposition à l'Hôtel de Ville du Mans, place Saint-Pierre, c'est jusqu'au 24 juin. N'hésitez pas à y aller. C'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à midi. Merci mille fois, Jean Distel, d'être venu nous présenter ce magnifique ouvrage. Merci à vous de m'avoir invité. Ce week-end sur LMTV Sarthe, on vous propose un grand débat dimanche à 18h35. En première diffusion, retrouvez un débat à quelques jours des élections européennes entre 10 candidats sartois sur les principales listes des européennes. 2 heures de questions et d'échanges sur les thèmes de la jeunesse, du pouvoir d'achat et de la paix sur notre continent européen, en partenariat avec les radios associatives de la Sarthe. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, tout de suite, Laure, on va retrouver le dernier opus de notre série réalisée pour les 50 ans de l'AS Madeleine. Un questionnaire de Proust avec Bruno Palmé, grand spécialiste du basket à la présentation. Et à 19h, ne manquez pas les Sartois du web avec Aurélien Caillos et toute sa bande. Absolument. Et quant à nous, on se retrouve, vous le savez, en direct lundi prochain à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV. Bonne Salut. soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin.